3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, gérant senior taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Zakaria. Bonsoir. Stéphane Déo nous accompagne également. Bonsoir Stéphane, merci d'être là. Vous êtes le responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Et à distance avec nous en visioconférence, Yves Maillot est avec nous également ce soir. Bonsoir Yves, merci beaucoup de participer à Planète Marché ce soir. Vous êtes le président de YAM Capital. On va parler peut-être du gros sujet de la fiscalité avec le U-turn fiscal des États-Unis, comme je l'appelle, mais un mot peut-être pour décrypter quand même la communication des grandes banques centrales entre deux séries de réunions de politique monétaire. On a ce qu'on appelle les minutes ou le compte-rendu des réunions précédentes. On a eu les minutes de la Fed hier, le compte-rendu de la BCE aujourd'hui. Si je résume, du côté de la Réserve fédérale américaine, on ne change rien à ce stade. On ne voit pas encore d'inflexion venir, même si le marché peut commencer à anticiper certains mouvements du côté de la Fed. La Fed, dans sa communication, reste droit dans ses bottes et dit que la patience doit perdurer dans cette stratégie de politique monétaire. 120 milliards d'achats d'obligations par mois, je le rappelle. Du côté de la Banque centrale européenne, comme si tout allait pour le mieux en zone euro, on est déjà en train d'évoquer la possibilité de réduire en partie, en tout cas, le soutien qui est apporté par la Banque centrale européenne. C'est écrit dans le compte-rendu aujourd'hui de la réunion du 11 mars dernier. Est-ce que tout va à ce point si bien en zone euro que la BCE puisse se permettre de communiquer déjà sur une réduction de son programme d'achat, Stéphane ? Moi, je trouve que la communication n'est pas tellement surprenante. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la communication le 11 mars, donc pendant la conférence de presse qui a suivi la décision. En fait, Christine Lagarde nous a dit on va augmenter le PEPP. Alors, le PEPP, pour rappeler, c'est le QE qui a été créé spécifiquement pour la pandémie en mars l'année dernière. Ça a été créé pour être un instrument très, très flexible. Elle nous a dit je m'engage à augmenter les achats pour un trimestre. C'est très bizarre. Vous avez un truc que vous pouvez bouger très rapidement et vous vous engagez, donc vous vous liez les mains avec des volumes plus importants sur un trimestre. Donc ça, c'est le premier point qui est très bizarre. Le deuxième point qui est très bizarre, c'est qu'il est dit explicitement dans les statuts que c'est le directoire, c'est-à-dire les 6 membres permanents de la BCE qui décident des volumes du PEP. Pareil, pour avoir de la flexibilité, pour être réactif. Là, elle nous a dit, c'est le conseil des gouverneurs, donc les 6 plus les 17 gouverneurs des banques centrales qui a décidé. Donc c'est beaucoup plus lourd comme processus de décision. Donc c'est très bizarre parce qu'on avait... Elle a même ajouté, je me permets Stéphane, oui. On aime bien prendre ce genre de décision quand on a nos nouvelles projections économiques également. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait se mettre dans l'idée que c'est tous les 3 mois, à l'occasion d'un conseil des gouverneurs, que la BCE pourrait décider de la flexibilité à donner à son programme d'achat d'urgence pandémique. Effectivement, évidemment, elle a eu la question, donc dans 3 mois, vous allez faire vous allez de nouveau décider. Elle dit non, c'est pas du tout, on s'engage pas. Il est évident que les gens comme moi vont regarder avec un microscope dans 3 mois ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Je pense que c'est un secret de polichinelle, mais qu'il y a des dissensions de plus en plus fortes au sein de la BCE. Mmh. On a vu, pour ne pas le nommer, Klaas Knot, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas, qui parle déjà de réduire le QE parce qu'on a une production qui est revenue au niveau pré-crise et donc on a effacé la crise, etc., etc. Et donc je pense qu'il y a des dissensions. Je pense que clairement, Christine Lagarde a voulu acheter la paix sociale ou la paix des ménages, vous l'exprimez comme vous voulez, en formant un consensus. Ça lui permet d'avoir 3 mois pendant lesquels elle peut augmenter le QE, mais très clairement, après les 3 mois, il y a une vraie question. Et d'autant plus que, à la vitesse à laquelle ils vont consommer plus que l'enveloppe, et donc de toute façon, il va y avoir une question, est-ce qu'on augmente l'enveloppe ou est-ce qu'on ralentit ? Donc, et les dissensions sont telles que visiblement, dans le compte-rendu, il était nécessaire de rappeler, pour certains faucons, que la flexibilité marche dans les deux sens. Alors, je me suis amusé, j'ai regardé son discours, parce que il est disponible sur Internet, j'ai fait une recherche sur unanimité, 0. Après, j'ai fait une recherche sur consensus, 6. Donc, vous voyez, il n'y a pas unanimité, il y a consensus. C'est assez clair en termes de message, je pense. Bon, Zakaria, on ne va pas y passer toute la discussion, mais quand même, est-ce que c'est une bonne nouvelle que finalement Christine Lagarde arrive à maintenir un consensus, à trouver le dénominateur commun entre tous les pays qui forment la zone euro, ou est-ce qu'il y a un vrai risque que la BCE se retrouve limitée à un moment où nos économies
l'économie aurait encore besoin d'elle? Alors, il est important d'avoir consensus. Au début, l'année dernière, il était un peu plus facile d'instaurer ce consensus parce qu'on était dans une situation de crise globale, sanitaire, économique, mais aussi sanitaire. Cette année, on a l'impression qu'il y a un regain d'optimisme. On a les vaccins. Donc il y a une perspective, même si elle est à moyen terme et que le calendrier est incertain, de plus en plus incertain même. Mais ce consensus-là, il va falloir maintenant y travailler. On se rappelle des dernières périodes de Mario Draghi, c'était difficile d'instaurer ce consensus-là. Donc là, on revient, entre guillemets, à un fonctionnement normal de la BCE avec plusieurs membres. Et c'est ça aussi qui fait une distinction majeure avec les États-Unis. On a un seul pays. Là, il faut un consensus de plusieurs gouverneurs de banques centrales qui n'ont pas la même lecture de l'économie, qui ont des visions différentes. Et donc, ce consensus-là va être nécessaire à instaurer. Moi, le point qui me surprend, c'est que pour instaurer ce programme de rachat d'actifs, la BCE, déjà, les dernières mesures de Mario Draghi, la BCE a dû tordre le cou à son mandat pour pouvoir faire entrer dans les cases le fait de faire de la relance économique, alors que son mandat principal, ne l'oublions pas, c'est l'inflation. Et là, aujourd'hui, quand on regarde les anticipations d'inflation, ses propres prévisions d'inflation, c'est 1,6 à horizon 2023. Donc on n'y est pas. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on sorte d'une politique monétaire accommodante. Si ce n'est pas pour la croissance, c'est pour l'inflation. Et c'est tant mieux parce que c'est le mandat principal de la BCE. Et effectivement, cette distorsion, cette cacophonie autour de la communication de la BCE, c'est quelque chose qui malheureusement touche un peu à la crédibilité et brouille le message pour les investisseurs et pour la croissance économique à venir. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne se met dans une position où elle prête le flanc au marché d'une certaine manière, ou en tout cas, elle prend le risque que les marchés viennent tester beaucoup plus significativement qu'aujourd'hui sa crédibilité? Les communications de certains gouverneurs de banques locales, donc là on a parlé du néerlandais, du néerlandais, on peut aussi parler. C'est pas une surprise quand Klasnot s'exprime, mais fait partie des faucons. Il y a aussi l'Autrichien Holzmann qui a parlé d'arrêt du programme PEP au courant de l'été. Donc on a vraiment, c'est le grand écart au sein des gouverneurs de la BCE. Moi, ma lecture de l'accélération du programme du PEP, qui a été faite sur les deux... Bon, ça a duré 2 semaines, mais ça a été une mesure d'urgence. C'est justement le marché testé. Il faut se rappeler qu'on était dans un contexte de taux qui montaient très fortement. Et ce n'était pas que les taux euros. Donc les taux aux États-Unis montaient parce qu'il y avait la relance. Oui, on parlait de la relance. Les taux américains qui montaient. Et les taux euros, ils montaient, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, plus par sympathie, par corrélation historique entre les différents marchés. Il n'y a pas de raison pour que les taux en zone euro montent. Il y a pas de, les anticipations d'inflation ne montent pas. La croissance, on sait ce qu'elle est. Ça va être 4,5 sur l'année. On ne retrouvera pas les niveaux de 2019 avant au moins 2 ans. Donc on n'y est pas. Il n'y a pas de raison pour que les taux d'intérêt montent en zone euro. D'ailleurs, dans son élan très hawkish, le gouverneur de Banque centrale néerlandaise a souligné quand même que la BCE, si les taux montent parce qu'il y a des anticipations d'inflation et de croissance montent, c'est une bonne chose. Oui. Mais si ça monte par des facteurs extérieurs, et on comprend, on sous-entend, c'est les taux américains, là, la BCE devrait réagir quand même. Bon, en tout cas, cette communication un peu embrouillée ou divergente, elle ne provoque pas de remous sur les marchés aujourd'hui, hein, il faut être clair. Pour l'instant, la volatilité, surtout, en fait, il y a la tendance et il y a la volatilité. La tendance reste haussière, mais modeste, de façon modeste, ce qui n'est pas choquant. Et surtout, la volatilité sur le marché des taux s'est bien calmée. Donc, quelque part, c'est mission accomplie jusqu'à présent. Yves Maillot, si vous voulez apporter quelques éléments sur cette discussion. Alors, on part des banques centrales, mais c'est vrai que voilà, on est un peu dans le jeu de la comparaison entre les perspectives américaines qui semblent très florissantes aujourd'hui et pas uniquement pour 2021, peut-être pour plusieurs années encore à venir, et une zone euro qui prend peut-être le risque de se montrer un peu trop complaisante avec l'effet de reprise qui arrivera un jour chez nous et qui baisse un peu la garde. Hein. On a vu aussi sur le plan politique Bruno Le Maire qui se dit deeply concerned, très inquiet de voir un plan de relance, un recovery fund européen qui va mettre forcément beaucoup de temps à être déployé. Qu'est-ce que cette situation vous inspire, Yves ? Oui,
Oui, alors quand on compare ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, il faut quand même prendre des pincettes parce qu'on évolue dans des systèmes quand même très différents de part et d'autre de l'Atlantique. Si l'on compare le premier et le deuxième plan américain, il faut bien voir que les amortisseurs sociaux sont faibles, voire très faibles en Amérique, aux États-Unis, et qu'on a quelque part, en particulier dans un pays comme la France, quelque part avec le chômage partiel, etc., toutes ces mesures quelque part compense un peu ce plan de relance américain. Donc ce qu'il faut vraiment comparer effectivement, c'est la relance, le plan d'investissement d'infrastructures avec ce qu'on pourrait faire en Europe. Alors c'est vrai qu'on est 27 à décider et que 27, on l'a vu d'ailleurs, on vient de l'aborder sur le sujet monétaire, c'est toujours, au sein de la zone euro en tout cas, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Ça c'est pour la partie relance. On sait que aussi l'économie européenne a beaucoup moins de flexibilité. Donc effectivement là on est dans une période où on pourra constater un peu ce retard à l'allumage. Et puis ça c'est d'un point de vue du plan de relance. Après du point de vue monétaire, je crois que tout a été très bien expliqué sur ce que vous avez abordé au sujet de la communication de Christine Lagarde. Il faut simplement garder dans le coin de la tête qu'il y a un conseil des gouverneurs, que je ne sais pas d'ailleurs si c'est plus une volonté de certains, ceux qu'on appelle les faucons, de toujours montrer qu'ils existent, ou si le danger est peut-être plus rapproché qu'on l'imagine aujourd'hui. En tout cas, il faut que le marché garde dans le coin de la tête qu'à un moment donné, enfin, ces politiques ne seront pas non plus éternelles. Donc, on voit très bien, il y a des moments où il y a une petite force de rappel et que le président ou la présidente de la BCE doit trouver, au moins en termes de communication, un point consensuel. Donc là, c'est un peu, j'imagine, ce qui explique les propos qu'elle a tenus tout récemment. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire au sujet des banques centrales. Encore, si juste une question, Stéphane Déo, enfin, si je reprends un peu l'image globale, est-ce que la zone euro est en train de rater sa relance ? Je ne parle pas du soutien qu'elle apporte aux économies, État par État. Là-dessus, je crois que le niveau de protection est unanimement salué. Mais l'après-Covid, projetons-nous avec la vaccination au-delà. Est-ce qu'on est en train de rater la relance ? Une BCE peut-être un peu complaisante. Et puis surtout, ce Recovery Fund de 750 milliards d'euros qui paraît bien maigre en termes de vitesse de déploiement, en termes d'ampleur par rapport à l'image que nous renvoient les États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être dans cette comparaison ou est-ce qu'il faut regarder les choses peut-être un peu plus dans l'absolu aussi? Moi, je vous trouve un peu dur parce que mais rassurez-moi alors. Non, mais je ne demande que ça. Je vais essayer. Je ne demande que ça, Stéphane. C'est comme souvent en Europe, le verre est à moitié plein et à moitié vide. Je vous aurais dit il y a 1 an et demi, on va faire un plan de relance européen de 750 milliards. Vous ne m'auriez pas réinvité parce que vous... Avec de la dette commune en plus. Avec de la dette commune, un truc qui commence à ressembler à une dette européenne. Enfin bref, vous m'auriez dit, mais enfin, monsieur Déo, vous ne comprenez pas, c'est impossible, etc., etc. Donc on a fait quand même un énorme pas en avant. 750 milliards, ce n'est pas une paille, c'est un plan qui est relativement important. Après, c'est vrai, d'abord, il n'a pas été ratifié par tous les pays, donc on prend du retard. Je rappelle que ces fonds sont débloqués sur des projets. Il y a certains pays, je ne veux pas citer l'Allemagne et la France par exemple, qui ont fait beaucoup sur le problème des vaccinations, etc., qui n'ont pas eu le temps de faire leurs projets, qui sont en retard. Plan de résilience, on appelle ça, voilà. Présenté à Bruxelles. Donc il y a plein de retards. Ça, c'est le verre à moitié vide, effectivement. Après, je pense que le plan de relance américain, c'est vrai qu'il est très impressionnant. Il ne faut pas oublier que depuis 10 ans, les investissements en infrastructure aux États-Unis sont à un niveau qui est absolument catastrophique. Donc il y a aussi un rattrapage qu'il ne faut pas éluder. Enfin, moi, j'allais souvent aux États-Unis. Quand vous allez de New York dans le Connecticut pour aller voir des hedge funds, votre communication téléphonique est coupée 5 ou 6 fois parce que ça ne passe pas. Et vous avez des nids de poules partout sur l'autoroute. Donc, il faut aussi remettre les choses à leur place. C'est vrai qu'il y a une relance qui est absolument phénoménale aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un retard d'investissement sur les infrastructures publiques qui est absolument colossal. Donc, on n'a pas
trop rougir. Je pense qu'il faut être plus mesuré. Et Très plus, bien. une fois de plus, à moitié plein, à moitié vide. Il y a la partie à moitié vide, incontestablement. N'oublions pas l'autre moitié. Je vous écoute et je vous entends, Stéphane. Venons-en à la question fiscale, parce que là aussi, alors c'est peut-être même d'ailleurs la nouveauté dans le paysage mondial. Les États-Unis, alors, qui sont prêts à taxer un peu plus leurs entreprises sur le sol américain pour financer en partie le plan de relance par les infrastructures, repasser de 21 à 28% de taux d'imposition. C'était 35 sous l'ère Trump, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, bien sûr, comme on ne veut pas que les entreprises américaines trouvent le moyen d'échapper à l'impôt sur le territoire américain, il faut qu'on puisse les taxer partout dans le monde. Et c'est là où les États-Unis reviennent à la table des négociations de l'OCDE, en l'occurrence, où ce projet d'impôt minimum mondial, je ne sais pas comment on peut le définir, est en discussion depuis déjà un petit moment. Est-ce que c'est le grand U-turn fiscal, un renversement complet de situation et un game changer peut-être pour les prochaines années? Est-ce qu'il faut en parler de cette manière aujourd'hui, Zakaria? Oui, c'est une révolution. Si on regarde l'historique passé, chaque fois qu'il y avait des plans de normalisation, ou en tout cas de trouver un certain front uniforme sur le niveau de taxation mondiale, on trouvait parmi les premiers résistants, c'était les États-Unis qui faisaient capoter le dossier. Là, on voit finalement, en fait, non seulement ils jouent le jeu, mais en plus ils sont moteurs là-dessus. Leur proposition est vraiment, elle est très claire, elle s'inscrit dans leur logique interne, mais aussi dans une logique globale. Et ça va avoir des impacts. Oui, ça va avoir des impacts sur les entreprises. Pour beaucoup d'entre elles, il n'y aura plus de sujet d'optimisation fiscale. Pour rappeler le sujet, c'est qu'il y aura un taux d'impôt minimum au niveau mondial qui est proposé autour de 21%, donc bien plus haut que les taux de l'impôt sur les sociétés dans beaucoup de pays. Trump avait mis 10,4, je crois, c'est ça, un 10% pour taxer les entreprises américaines à l'étranger. Je crois que c'était ça le taux. Hein. Oui, il me semblait que c'était... Ouais, voilà, c'était dans cette ordre. Voilà, l'idée, ce serait de le monter à 21. Et surtout, donc, on trouverait une logique pour taxer selon là où le chiffre d'affaires, là où les ventes se font. Donc, c'est-à-dire ce que j'ai compris. Voilà, on vend des téléphones portables en France, on paiera les impôts dessus en France, même si c'est les bénéfices d'un point de vue comptable sont centralisés en Irlande. Donc ça va avoir des impacts sur beaucoup d'entreprises, certains secteurs plus que d'autres, parce qu'il y a eu de l'optimisation fiscale dans tout ce qui est plus services et techno. Et après, l'autre sujet, c'est que en fait, il va y avoir certains pays qui sont impactés. Donc, quand je pense par exemple dans la zone euro, ça va être l'Irlande, ça va être à un moment, le Royaume-Uni, en sortant de l'Union, une des pistes qui creusait, c'était justement de faire de l'offshore fiscal, si on peut appeler ça comme ça. Si c'est 21% pour tout le monde, ça remet en question certains équilibres fiscaux pour des pays. Et ce sont des pays qui vont devoir trouver en fait un autre équilibre fiscal. Si on se place du point de vue des États, chaque État aura à y gagner de voir ces grandes multinationales taxées sur leur lieu de vente. Oui. Ou est-ce que les États-Unis ont plus à y gagner que d'autres, d'une certaine manière? Alors, je pense que c'est un jeu où c'est gagnant-gagnant. Parce que justement, les États-Unis, comme vous le soulignez, c'est vraiment le fait d'augmenter les niveaux de taxation pour éviter justement... Ah bien sûr, c'est très cohérent avec leur stratégie. Voilà, oui, bien exactement. Sûr. J'augmente mes taxes sur place, mais je les augmente à l'étranger de telle façon à être sûr qu'il n'y ait pas de délocalisation liée à des problématiques fiscales. Après, les autres pays, ça va créer... Finalement, en fait, on se retrouve dans un jeu de cours d'économie, c'est-à-dire je taxe plus et je dépense plus. Moi, je sais que quand je fais une ristourne fiscale, quand je donne une ristourne fiscale, une partie, si j'ai 100 euros de crédit d'impôt, j'en garde 30 sur mon compte et je dépense 70. Donc ça me fait une croissance de 70. Par contre, si l'État dépense finalement, si l'État me taxe de 100 et il les redépense, au final, c'est 100 qui sont complètement injectés dans l'économie. Par l'État. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être positif pour l'ensemble des États parce que justement, ça leur donne des munitions pour créer de la relance économique et de redistribuer des richesses. D'ailleurs, quand on lit le projet américain, d'ailleurs très inspiré par l'ère Trump, ça s'appelle Made in America Tax Proposition. Même parti, il est encore là. Oui.
Comme quoi. Comme quoi. Comme quoi. On voit que c'est aussi centré sur des politiques, ce qu'on appelle social policy, sur des objectifs aussi d'ordre social, donc pour résoudre les sujets des inégalités, pour des sujets raciaux. Vraiment, il y a beaucoup, c'est beaucoup plus large que cela, et ça peut avoir un impact qui est beaucoup plus positif sur l'économie. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Stéphane, là, cette révolution, ce game changer qui est en train de naître, parce que j'imagine qu'au sein de l'OCDE, ça ne va pas se faire en quelques mois. Hein. Non, mais si effectivement c'est mis en place, c'est vraiment un game changer. Si vous voulez, en théorie économique, il y a une règle qui est assez simple, c'est que vous taxez ce qui ne bouge pas et vous taxez pas ce qui bouge. Pourquoi ? Parce que si j'augmente la TVA sur le café, vous n'allez pas demain matin aller prendre votre café à Bratislava. Donc vous allez payer la TVA. Par contre, si j'augmente l'impôt sur les sociétés, la société peut délocaliser. Et donc, depuis 20-30 ans, ce qu'on voit, c'est un effondrement dans tous les pays, des taux d'imposition sur les sociétés et une très forte progression de l'imposition indirecte, c'est-à-dire tout ce qui est TVA, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde entier. La seule façon de casser cette logique-là, où vous faites du dumping fiscal, parce qu'en fait, vous mettez votre taux d'imposition un petit peu plus bas que votre voisin qui, lui, va l'abaisser. Donc, c'est l'échelle de perroquet. Ouais. Donc, ça fait 30 ans que ça dure. Le seul moyen, c'est de se mettre d'accord ou d'avoir un très gros pays. Il n'y en a qu'un qui vient en tête. Un très gros pays qui dit non, on ne joue plus comme ça, je change les règles du jeu. Moi, j'ai un taux d'imposition global et donc, on ne peut plus jouer avec cette échelle de perroquet. Donc, si effectivement c'est mis en place, c'est vraiment un game changer, comme vous le dites, et ça change un quart de siècle d'évolution fiscale. Il y a un gros pays qui ne joue pas le jeu et qui ne jouera pas le jeu, c'est la Chine. Oui. Est-ce que c'est gênant parce que la fiscalité, c'est aussi une arme de compétition entre pays, vous l'avez très bien rappelé. Est-ce que ça peut être perçu comme une faiblesse ou un affaiblissement d'entreprises multinationales occidentales, américaines, européennes face aux grands groupes chinois ? Non, je ne pense pas, parce que je pense que c'est effectivement gagnant-gagnant, en fait. Le problème, c'est que vous avez certaines industries qui peuvent délocaliser énormément. J'avais regardé pendant les baisses d'imposition décidées par l'administration Trump, le taux d'imposition effectif de certaines entreprises aux États-Unis, dans la tech, pour ne pas les citer, était autour de 10%. Donc, en fait, la baisse d'imposition de Donald Trump n'était pas suffisante pour les rattraper encore bien sûr. À cause de leur optimisation fiscale. Donc, si vous voulez, on arrive à des aberrations, je pense, et à des distorsions de compétition qui n'étaient pas normales. Yves Maillot, fin de la compétition fiscale mondiale à outrance, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et puis moi, je veux quand même bien qu'on parle de l'impact boursier, parce que pour l'instant, on a un peu éludé le sujet, mais on se souvient quand Trump baisse la taxation des entreprises américaines, là on parle sur le sol américain, ça a été quand même visiblement un catalyseur énorme pour la bourse, très mécanique, puisque ça veut dire plus de bénéfices par action pour les entreprises américaines. Bon, qu'en est-il quand on remonte le taux d'imposition des sociétés ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ajustements boursiers à attendre de ce point de vue-là, Yves ? C'est aussi potentiellement un élément très important pour le marché action, effectivement, puisque les deux secteurs les plus concernés, les entreprises les plus concernées, qui sont des entreprises de très grande taille, concernent le secteur de la technologie, les GAFAM et puis les groupes pharmaceutiques. Alors pour poursuivre ce qui était dit par Stéphane, effectivement, je crois que le calcul que j'ai vu passer dans des études qui se rapportent au taux moyen de fiscalisation des bénéfices des entreprises américaines se situait à 7,8%. Donc on est effectivement sur des niveaux très très bas qui intègrent le fait qu'une grande partie des revenus, donc des bénéfices, de ces grandes multinationales américaines sont réalisés essentiellement à l'extérieur des États-Unis et qu'effectivement on arrive dans une situation qui perdure depuis plus de 25 ans et qui a donné une baisse constante du taux moyen d'imposition sur les bénéfices au plus grand bénéfice de la bourse et des actionnaires, puisqu'une partie des bénéfices
a ensuite été utilisé par les grands groupes américains pour déclencher des programmes de buyback, de rachat d'actions, qui eux-mêmes ont provoqué ou ont accéléré la performance des valeurs boursières. Donc effectivement, c'est un élément très important qui correspond peut-être, il faut que tout ça soit validé par le Congrès, évidemment, à un tournant important dans la politique économique et avec ses effets qu'on pourrait constater sur la bourse. À cet égard, d'ailleurs, on fait souvent des rapprochements avec le New Deal à l'époque de Roosevelt. Et effectivement, on a eu à l'époque des grandes incitations, des grands plans de relance, et puis une fiscalisation des profits. Il ne faut pas oublier qu'entre les années 30 et 60, le taux moyen marginal, en tout cas, d'imposition des bénéfices des sociétés américaines est monté à plus de 70%. Il a même ponctuellement été supérieur à 90%. Et donc on reviendrait dans des grandes périodes de politique ultra-keynésienne, ultra-interventionniste. Enfin bref, après ce qu'on a connu, c'est effectivement un grand changement. Si tout ça devait passer en tant que tel, encore une fois, il faut être prudent. Pour l'instant, ça n'a en tout cas, pas, terni le comportement des actions américaines à Wall Street. Gardez la parole, Yves, parce qu'on parle régulièrement avec vous de l'actualité des crypto-monnaies et des monnaies numériques, des monnaies digitales. Je ne sais pas ce qui vous intéresse particulièrement dans l'actualité dans ce domaine récente. Moi, je note que Pékin a donc, ça y est, lancé son yuan numérique. Yves, ça fait un moment qu'on en parle avec vous. À quoi ce yuan numérique peut-il servir quand on est un pouvoir comme Pékin assez autoritaire, voire totalitaire? J'ai lu pas mal de choses intéressantes. J'ai lu notamment que Pékin testait des dates d'expiration à travers ce yuan numérique, comme des bons d'achat avec la date limite. On en a beaucoup parlé quand on évoquait la théorie de l'hélicoptère monnaie. Et c'est vrai que quand tout est digital, c'est beaucoup plus facile à stamper, à mettre une date dessus. Et donc, ça pourrait être un outil de relance au moment où l'économie chinoise en aurait besoin. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, c'est d'ailleurs pas une idée qui est tout à fait nouvelle et qui n'est pas propre aux Chinois, parce que le fait de créer des bons de consommation à échéance pour relancer, puisqu'on voit bien que les plans de la création monétaire dans un certain nombre de pays comme l'Europe n'a abouti finalement qu'à gonfler le prix des actifs et assez peu se répercuter sur la consommation. Donc de créer de l'argent qui finalement à une échéance de dépenses, c'est quelque chose qui peut revitaliser la conjoncture économique, au moins à court terme, la demande, et contrecarrer cette rétention d'argent et qui aboutit à des augmentations assez significatives des taux d'épargne. Donc la Chine, elle achève des phases de test de la création de son yuan numérique qui, pour l'effet d'affichage, devrait voir le jour un peu avant le démarrage des Jeux Olympiques d'hiver début 2022. Donc on se rapproche vraiment de cette échéance. Et actuellement, Pékin finalise des phases de test dans quelques grandes zones urbaines chinoises comme Shenzhen, Suzhou, Pékin, avec effectivement des tests aussi. On donne de l'argent, du yuan numérique, donc dans des comptes, des wallets auprès des consommateurs chinois. Ils ont une échéance pour dépenser cet argent numérique. Voilà, donc si je prends un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet, je relierai quand même ce futur yuan numérique avec le sujet qu'on a abordé juste avant concernant la fiscalité, l'évolution de la fiscalité aux États-Unis, parce qu'on voit bien qu'il y a deux mondes qui sont maintenant vraiment fracturés entre le monde américain avec le dollar d'un côté et puis une tentative d'imposer finalement des taux moyens de fiscalité à l'ensemble du monde dollar, et puis une Chine avec quelques autres pays dans la Grande Asie, et puis il faut rajouter la Russie et quelques autres pays qui veulent eux fonctionner en dehors de la zone dollar avec des règles propres. Et effectivement, la naissance du yuan numérique pour Pékin, c'est quelque chose qui a plusieurs ressorts. Le premier étant de montrer que la Chine va pouvoir être leader technologique aussi sur les monnaies digitales, la blockchain.
c'est aussi donc un moyen de donner de la crédibilité en étant leader dans ce domaine, essayer de gagner de la crédibilité sur la monnaie chinoise, là aussi de façon à s'affranchir de la zone dollar et de la prépondérance américaine. Tout ça inclus dans dans un système qui, contrairement aux monnaies privées numériques comme le Bitcoin, sera une monnaie numérique souveraine. Donc il s'agit vraiment d'une monnaie de banque centrale qu'on va pouvoir contrôler efficacement, contrôler les flux de capitaux. Donc il y a aussi un aspect de contrôle. Je crois qu'une fois qu'on a on a évoqué ces 3 points, on voit bien les objectifs que sont assignés les Chinois dans le cadre de ce projet qui arrive presque à son terme maintenant. Comment vous regardez ça, le yuan numérique déjà, et Yves l'explique très bien à chaque fois, il y a une différence entre les monnaies numériques privées et les monnaies numériques banque centrale. Là, dans un pays avec un pouvoir comme Pékin, c'est une forme quand même de contrôle monétaire total désormais qui se met en place. Oui, moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. En termes de politique monétaire, Yves en parlait, il y a cette idée d'avoir une date de péremption, qui n'est pas nouvelle, hein. On a vu ça... On a vu des bons en Allemagne, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, etc. Et là, ça peut se faire. Entre parenthèses, si vous avez une monnaie électronique avec la BCE, elle portera un taux d'intérêt de moins 0,5. Donc vous avez de toute façon une pénalité. Une incitation à la dépenser le plus vite possible. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez des mécanismes de transmission de la politique monétaire qui deviennent beaucoup plus fins, beaucoup plus précis. Ça va dans ce sens-là et ça va dans l'autre sens. Vous avez sur le projet chinois, vous avez une couche d'intelligence artificielle pour faire remonter toute l'information. Et donc la PBOC, la Banque centrale chinoise, aura un niveau de granularité d'information et de précision sur tous les paiements en temps réel, quasiment, qui est absolument phénoménal. Donc en termes de calibrage de la politique monétaire, là aussi, c'est... j'allais dire le grand bond en avant, c'est assez adéquat pour la Chine, mais c'est très très important. Et l'autre problème, pareil Yves en a parlé, c'est un problème géopolitique. C'est pour appeler un chat, c'est s'affranchir du problème SWIFT. Oui. Je rappelle que SWIFT, qui est la chambre de compensation de paiement entre pratiquement tous les établissements financiers au monde, est de facto contrôlé par les États-Unis. Je rappelle que quand il y a eu des sanctions contre l'Iran, SWIFT a coupé les banques iraniennes contre l'avis des Européens et on n'a rien pu faire. Donc il y a un système alternatif européen qui est en train de se mettre en place. Si vous avez une monnaie électronique chinoise, vous pouvez contourner SWIFT. Donc en termes de géopolitique, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se passer. Et donc pour toutes ces raisons, il est urgent qu'on se réveille. Enfin, l'Europe, les États-Unis, non. Il y a une enquête de la Banque des règlements internationaux sur 88 banques centrales, si mes souvenirs sont bons. Il y a 70% de ces banques centrales qui ont soit un projet, soit une veille technologique, etc., etc. Voilà, en Chine, c'est plus un projet. Oui, mais il y a la Chine, mais après, l'Europe est beaucoup plus avancée que les États-Unis, par exemple. Les États-Unis, ils sont nulle part pour l'instant. Donc, effectivement, c'est comme tout à l'heure, il faut vous comparer toujours au meilleur de la classe. Le verre est à moitié vide. Non, mais j'ai vu même... Mais effectivement, on est en retard par rapport aux Chinois sur ce point-là. Peter Thiel va même encore un peu plus loin. Donc Peter Thiel, grand investisseur de la tech américaine, un des fondateurs de PayPal, je crois, Palantir aussi, alors qui a une voix à part, hein, parce que c'est le seul grand investisseur de la tech qui était trumpiste, alors version très libertarienne, hein, il est très pro-Bitcoin, maximaliste de ce point de vue-là, il le dit lui-même évidemment, il s'est exprimé mardi dans une conférence, et il dit, il faut se demander quand même, c'est sa théorie, si la Chine n'est pas en train d'une certaine manière de manipuler le Bitcoin, donc la monnaie numérique privée vedette aujourd'hui, pour affaiblir le dollar, c'est-à-dire participer à l'émergence du Bitcoin un peu partout sur la planète pour justement réduire peut-être encore un peu plus la place du dollar. Enfin, on voit bien cet affrontement là qui se met en place. Je suppose que ça vous inspire, Zacharia. Moi, ce que je trouve intéressant en fait sur les crypto-monnaies en général, c'est que on est en train, pendant très longtemps, on parlait que du côté technologique, donc l'apport en technologie, et on est en train de faire un changement de paradigme qui est vraiment intéressant, qui est de dire quelle peut être l'utilité en termes de politique monétaire.
Donc avec l'idée, par exemple, de la monnaie qui expire ou du pilotage de la politique de banque centrale, c'est quelque chose de nouveau et en fait, c'est la technologie qui nous permet de dire ça, mais on sort du paradigme de c'est nouveau, c'est sympa, il faut résoudre tel on va au-delà du côté hype de la monnaie numérique, quoi. Exactement. Et en fait, on voit comment ça peut impacter le quotidien des gens et aussi, leur habitude de consommation, d'épargne et tout ça. Et c'est ça je pense que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui pourrait justement accélérer. Si on arrive à identifier et à vraiment cerner les impacts en termes de politique monétaire, de ce que peut apporter une crypto-monnaie, c'est là où je pense que ça accélérerait encore plus le mouvement. Par exemple, donner de la monnaie avec une date d'expiration, ça semble être une très bonne politique de relance dans une phase de cycle où l'économie va mal et où on veut faire de l'hélicoptère monnaie. C'est peut-être moins une bonne idée parce que ça pourrait augmenter les taux d'intérêt réels parce que finalement, on vous donne une monnaie, donc une capacité de consommer, mais avec une date limite. Vous préférez peut-être garder votre propre monnaie ou aller acheter du dollar ou acheter de l'or ou acheter une voiture à revendre plus tard. Mais donc ça, ce n'est pas intuitif, ce n'est pas immédiat. Et je pense que tous ces apports-là peuvent être très intéressants à long terme. Yves Maillot, peut-être pour conclure sur ce sujet avec vous, est-ce que les monnaies digitales banque centrale vont permettre d'améliorer encore l'efficacité peut-être de nos politiques monétaires? Est-ce que ça fait partie des grands enjeux pour vous? Oui, alors c'est un point sur les monnaies numériques de banque centrale, un point additionnel que j'ai omis de signaler, mais qui était abordé entre autres par Stéphane, c'est que tout ça, on va voir à l'usage, mais va donner plus de flexibilité aux banques centrales en termes de gestion de leur politique monétaire. Si on prend un exemple, on peut imaginer des politiques hélicoptère-monnaie qui puissent être d'une très grande flexibilité, puisque le banquier central s'adresse, j'allais dire presque instantanément aux agents économiques, aux consommateurs. Donc dans la distribution d'argent, vous imaginez la portée qui est propre en fait au numérique, aux technologies de registres distribués, de blockchain. Et une des conséquences que je soumets à votre réflexion, qui est potentiellement une conséquence de tout ça, en tout cas la technique le permet, c'est que vous voyez bien que dans ce système-là, vous n'avez plus besoin, en tout cas sur ces fonctions de paiement qui traditionnellement passent par le secteur bancaire, vous n'avez plus besoin de cet agent intermédiaire qu'est la banque. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui rassure Pékin dans son projet de monnaie numérique de banque centrale, de yuan numérique, c'est de bypasser quelque part les grands établissements financiers, les Ant Financial, etc., qui débordaient un petit peu le pouvoir monétaire et le pouvoir politique sur les côtés. On se souvient de la disgrâce du grand patron du groupe Ant. Donc ça, c'est une conséquence possible très importante à signaler au niveau du fonctionnement du financement. Et puis par rapport à la question du Bitcoin et de la Chine, et là on revient sur le sujet de l'affrontement géopolitique entre Chine et États-Unis, la Chine est très ambivalente en fait, parce qu'elle n'autorise pas l'utilisation de Bitcoin au niveau du pays. En même temps, il faut savoir que concernant Bitcoin, 70% de la capacité de minage, alors ce n'est pas les autorités chinoises qui la contrôlent, mais les entreprises de minage sont aujourd'hui, ce n'est pas forcément définitif, mais elles sont basées pour la plupart en Chine, qu'on estime à 70% donc de cette capacité de minage basée en Chine. Et en même temps, on interdit aux Chinois, alors c'est une interdiction qui n'est pas très, très, très stricte, mais d'utiliser Bitcoin, et puis le yuan numérique sera destiné à être l'argent numérique des Chinois dans quelques mois. Donc pour moi, Bitcoin, je l'analyse vis-à-vis des États-Unis, du point de vue des Chinois, un peu comme une arme de dissuasion vis-à-vis du dollar. C'est exactement ça. Donc on va avoir des moments passionnants et je pense que tout ça est un sujet central pour les mois et années qui viennent. Oui, des moments passionnants et pas mal de friction aussi, si je comprends. Stéphane, pour conclure rapidement. Alors juste, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais il y a un autre sujet qui est très important. C'est beaucoup d'informations qui va remonter pour les banques centrales, qui permet d'avoir des meilleures politiques, etc. C'est aussi de l'information privée. Ah oui. En Europe, c'est pas très grave. On est très bien protégé sur l'information, ce qui va passer à la BCE, etc.
La définition d'activité terroriste en Chine, par exemple, est beaucoup plus lâche. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur ce plan-là. On s'arrêtera sur cette réflexion. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Stéphane Déault, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Zakaria Darwish, gérant senior, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Et Yves Maillot, qui était avec nous en visioconférence, le président de YAM Capital.